Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bien que Disney soit connu comme l'endroit le plus heureux du monde, il a aussi ses côtés sombres. Derrière la façade enchanteresse de cette entreprise prospère se cache un monde de projets abandonnés et inachevés qui n'ont jamais vu le jour. Ces rêves inassouvis sont enveloppés de mystères et de fascination. Nous vous présentons aujourd'hui 20 projets Disney abandonnés et inachevés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Dans les années 1980, dans le cadre des projets d'expansion du World Showcase d'Epcot, Disney envisagea d'ajouter plusieurs nouveaux pays. En 1981, l'ajout d'Israël fut annoncé avec l'intention de le placer entre les pavillons du Maroc et du Japon. Le pavillon israélien proposé devait proposer une attraction intitulée Voyage à Jérusalem, offrant aux visiteurs un voyage captivant à travers l'histoire de la ville. La plupart des pays du World Showcase finançaient initialement leur propre pavillon, leur permettant ainsi d'influencer la représentation de leur histoire, de leur culture et de leur pays. La participation d'Israël comprenait une contribution financière importante de 1,8 million de dollars du ministère israélien des Affaires étrangères. Jeshaja Weinberg, directrice du musée juif de Tel Aviv, promit également d'apporter des objets archéologiques. Israël s'attendait donc à ce que le Walt Disney World Resort déclare Jérusalem capitale du pays. Cependant, cette revendication rencontra l'opposition de nombreux autres pays du Moyen-Orient en raison de la guerre des 6 jours de 1967 et des tensions persistantes concernant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. En 1984, les panneaux publicitaires faisant la promotion du nouveau pavillon israélien ont été retirés et le projet a été finalement annulé. Numéro 19. Lilliputian Land était un concept pour une section jamais construite de Disneyland, inspiré par l'univers fantastique des voyages de Gulliver. À la fin des années 1950, Walt Disney et son équipe ont réfléchi à des idées d'agrandissement du parc, ce qui a donné naissance au concept de Lilliputian Land. Cet espace aurait transporté les visiteurs, tels des géants, dans le monde minuscule des Lilliputiens, inspiré du roman classique de Jonathan Swift. L'objectif était de créer un espace méticuleusement conçu, reproduisant les détails complexes de cette civilisation miniature. Les visiteurs auraient exploré les rues pittoresques de Lilliput avec leurs petites maisons, leurs boutiques et même un marché animé. L'une des principales attractions prévues pour Lilliputian Land était une version miniature du palais royal de Lilliput. Une autre attraction proposée était le village lilliputien, où les visiteurs pourraient interagir avec les habitants de Lilliput. Il s'agissait d'une exposition vivante avec des acteurs déguisés en Lilliputiens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Les visiteurs auraient pu observer les Lilliputiens au travail, s'adonnant à des métiers et à des activités artisanales comme le tissage, la forge et la cuisine. De plus, une attraction palpitante, l'aventure de Gulliver, était prévue, qui aurait entraîné les visiteurs dans un voyage simulé à travers les différents pays représentés dans les voyages de Gulliver. Les visiteurs auraient pu vivre l'excitation et les dangers rencontrés par Gulliver, notamment des rencontres avec des géants, des pirates et des créatures fantastiques. Malheureusement, en raison de contraintes budgétaires et de difficultés logistiques, Lilliputian Land est resté à l'état de concept et n'a jamais été réalisé à Disneyland. Numéro 18. Edison Square était un espace prévu entre Tomorrowland et Main Street USA à Disneyland, mais il n'a jamais été construit. Le concept d'Edison Square a été développé au milieu des années 50 et conçu comme une banlieue des années 1920 avec une statue de Thomas Edison. Cet espace aurait prolongé Main Street USA, offrant aux véhicules classiques de Main Street une nouvelle section à explorer et développant le thème américain dans une nouvelle partie du parc. L'une des principales attractions prévues pour Edison Square était Harnessing the Lightning, qui aurait retracé l'histoire de l'électricité et son impact sur les familles américaines. L'espace devait également proposer des reconstitutions de la cathédrale Saint-Basile et de la place Rouge avec 2 attractions, une balade en traîneau à travers des paysages russes et une attraction inspirée d'un célèbre conte populaire russe. Bien qu'apparu sur le plan de Disneyland en 1958 et y soit resté jusqu'en 1964, Edison Square n'a jamais vu le jour. Il est considéré comme l'une des terres et attractions perdues du parc à thème original de Walt Disney. Numéro 17. Fire Mountain était une attraction de montagne russe prévue pour Adventureland au Magic Kingdom, mais qui n'a jamais vu le jour. Le concept de Fire Mountain est né au milieu des années 90, après la fermeture de l'attraction 20 000 lieues sous les mers, Voyage sous-marin.
Ces montagnes russes devaient s'inspirer du film d'animation Disney de 2001, Atlantide, l'Empire perdu. Le site prévu pour Fire Mountain était adjacent à Pirates des Caraïbes à Adventureland. Il s'agissait d'une expérience palpitante combinant des éléments de montagnes russes classiques et de montagnes russes volantes. L'attraction devait comporter un circuit passant du dessous au dessus des visiteurs, avec des véhicules permettant aux visiteurs de s'allonger pour simuler la sensation de voler comme un oiseau. Le projet de Fire Mountain, ainsi qu'une autre attraction prévue, Bald Mountain, a finalement été annulé. La contre-performance du film Atlantide, l'Empire perdu et le déclin du tourisme après le 11 septembre ont été cités comme facteurs ayant contribué à cette annulation. Et malgré l'annulation, les rumeurs et spéculations sur la renaissance de Fire Mountain persistent depuis des années. Certaines rumeurs évoquent un thème potentiel de Vaiana pour l'attraction, mais jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été faite ni aucun progrès sur le projet. Numéro 16. Révolution, dirigeant iranien et monorail. Ce complexe hôtelier annulé était assez complexe. Le Disney's Persian Resort était un hôtel à thème prévu pour le Walt Disney World Resort à Lake Buena Vista, en Floride. Le complexe était imaginé comme un magnifique complexe reproduisant la grandeur de l'architecture du Moyen-Orient avec d'élégantes flèches et des dômes majestueux. L'un des atouts majeurs du complexe était le projet de monorail qui le relierait au parc à thème Magic Kingdom. Cependant, en raison de la crise pétrolière de 1973, le projet fut annulé, tout comme le Disney's Venetian Resort et le Disney's Asian Resort. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi, avait proposé de financer la construction et l'exploitation du complexe, mais après la révolution iranienne, le projet fut définitivement abandonné. Le complexe devait être situé sur les rives du Bay Lake plutôt que le Seven Seas Lagoon comme les autres complexes. Les premiers plans du complexe montraient un plan circulaire avec un bâtiment central. La zone d'entrée et les salles de réunion seraient situées dans le bâtiment principal avec un dôme de 7,31 mètres de haut et les couleurs principales du complexe seraient le blanc et le bleu. Numéro 15. La Western River Expedition était une attraction non construite, initialement prévue pour le Magic Kingdom de Walt Disney World. Il s'agissait d'une promenade en bateau sur le thème du western à Frontierland. Cette idée est née du fait qu'à l'ouverture de Magic Kingdom en 1971, il n'existait pas d'attraction Pirates des Caraïbes. L'animateur Disney Mark Davis a conçu le concept de la Western River Expedition comme une alternative au thème caribéen. Cependant, en raison de coupes budgétaires et de la forte demande de visiteurs pour une attraction Pirates des Caraïbes, la Western River Expedition n'a jamais vu le jour. Le terrain, initialement prévu pour l'attraction, est finalement devenu le site du Big Thunder Mountain Railroad, inauguré en 1980. La Western River Expedition était un projet ambitieux qui se voulait une aventure originale, musicale et animatronique à travers le Far West. Divers facteurs, dont des changements dans la direction de Disney, des inquiétudes concernant les stéréotypes et la popularité d'autres projets, ont finalement conduit à l'annulation de la Western River Expedition. Numéro 14. Le pavillon de l'Afrique équatoriale était un projet de pavillon, mais jamais réalisé, pour le World Showcase d'Epcot Center. Il devait faire partie de la programmation initiale proposée en 1979, avec une ouverture prévue en 1983. Le pavillon devait être situé entre les pavillons de la Chine et de l'Allemagne et devait rendre hommage au groupe de pays africains bordant l'équateur. Il a été conçu comme un pavillon multinational avec l'intention de partager les coûts entre plusieurs nations africaines. Cependant, seuls le Kenya, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont signé des lettres d'intention pour participer au pavillon. Bien qu'il n'ait jamais été construit, le pavillon de l'Afrique équatoriale était le plus proche de la réalisation. Les 2 films du pavillon étaient déjà tournés et une maquette du pavillon a été présentée lors de la retransmission télévisée du jour de l'inauguration d'Epcot. Le pavillon était conçu pour offrir une expérience panafricaine, mettant en vedette différentes régions d'Afrique de l'Est et de l'Ouest le long de la ceinture équatoriale. L'un des principaux spectacles du pavillon s'intitulerait Heartbeat of Africa, qui raconterait l'histoire de l'Afrique équatoriale à travers la musique de ses différentes cultures. Numéro 13. Le concept de Mickey's Movie Land a évolué au fil des ans et a connu plusieurs versions. L'une des premières versions, baptisée Mickey's Madhouse, a été développée par Walt Kimball en 1976. Il s'agissait d'une attraction scénique à la manière d'une souris déchaînée, transportant les visiteurs dans l'univers des premiers dessins animés Mickey Mouse en noir et blanc.
Les versions ultérieures, baptisées Mickey's Movie Land et Mickey Studio Tour, proposaient une visite déjantée des studios Disney avec divers personnages et décors. Malgré ses plans et concepts, Mickey's Movie Land n'a jamais été construit à Disneyland. Il convient toutefois de noter qu'une autre attraction, appelée Mickey et Minnie's Runaway Railway, a été développée et inaugurée à Disney Hollywood Studios en Floride et à Disneyland Resort en Californie. Inspirée des dessins animés Mickey Mouse des années 2010, cette attraction propose une histoire originale dans un univers stylisé. Numéro 12. Hyperion Wharf était un projet de réaménagement du quartier Pleasure Island de Disney Springs au Walt Disney World Resort. Le projet a été annoncé par The Walt Disney Company le 18 novembre 2010. Le concept d'Hyperion Wharf était de transformer l'ancien quartier des boîtes de nuit en un quartier animé au bord de l'eau, offrant une nouvelle expérience de restauration, de shopping et de divertissement. Le nom Hyperion s'inspire du dieu grec de la lumière et de la rue où Walt Disney a construit son premier grand studio d'animation, Hyperion Avenue. Cependant, le projet d'Hyperion Wharf n'a jamais été réalisé. Disney a finalement renoncé à utiliser le nom Hyperion Wharf et a rouvert le quartier sous le nom de The Landing en avril 2015, qui fait désormais partie du complexe commercial et de divertissement de Disney Springs. Disney Springs est une réinvention plus vaste du quartier, axée sur 4 quartiers distincts: The Landing, Marketplace, Westside et Town Center. Il conserve un thème riverain mais s'inspire de la riche histoire et de la beauté naturelle de la Floride, avec un scénario qui relie les différents quartiers. Numéro 11. Le Royaume perdu était un projet d'extension pour Hong Kong Disneyland. Il devait s'agir d'une zone thématique au sein du parc, mettant en scène un avant-poste d'aventuriers établi en 1896 dans une forêt tropicale dense et inexplorée, entourée de forces mystérieuses et surnaturelles. L'extension a été annoncée en 2016 dans le cadre d'un plan pluriannuel visant à améliorer Hong Kong Disneyland. Le Royaume perdu devait inclure Mystic Manor, la demeure de Lord Henry Mystique, grand voyageur et aventurier, et de son espiègle singe Albert. Le Royaume perdu devait être axé sur des civilisations anciennes et mythiques, mêlant aventure et fantastique. L'espace devait transporter les visiteurs dans un environnement exotique, semblable à une jungle, peuplée de ruines, de créatures mythiques et de trésors cachés. Malgré l'annulation, Hong Kong Disneyland a continué de s'agrandir et d'ajouter de nouvelles attractions. Parmi les ajouts notables, citons des espaces thématiques tels que Mystic Point, Grizzly Gulch et Toy Story Land qui ont apporté des expériences uniques et de nouvelles attractions au parc. Numéro 10. Liberty Street était un projet d'agrandissement pour Disneyland dans les années 1950. Il s'agissait d'une zone à thème patriotique située derrière le côté est de Main Street, USA. Les plans de Liberty Street ont été annoncés par Walt Disney en 1956, un an seulement après l'ouverture de Disneyland. Le concept de Liberty Street comprenait des attractions telles que le Hall of Presidents, qui présenterait des mannequins représentant les présidents américains de l'époque. Malgré son annulation, les idées et concepts de Liberty Street ont eu un impact durable sur les parcs Disney. Une influence significative est visible à Liberty Square au Magic Kingdom de Walt Disney World. Ouvert en 1971, Liberty Square reflète l'esprit des plans de Walt pour Liberty Street et comprend des attractions comme le Hall of Presidents. Un autre projet d'agrandissement était Edison Square, qui aurait été situé parallèlement à Liberty Street. Numéro 9. Le Disney's Pop Century Resort est un complexe hôtelier abordable situé au Walt Disney World Resort à Lake Buena Vista, en Floride. Inauguré le 14 décembre 2003, il est dédié à la culture pop américaine du XXe siècle. Initialement, le complexe comprenait 2 sections, les années classiques et les années légendaires. La section Années classiques, inaugurée en 2003, présente des bâtiments inspirés de la culture pop de chaque décennie, des années 1950 aux années 90. Le complexe devait compter 5760 chambres, soit l'équivalent de la capacité combinée des 3 All-Star Resorts. Ces chambres devaient être réparties dans 20 bâtiments, l'ouverture du complexe s'effectuant en 2 phases distinctes. Inspiré par le concept à succès des Disney's All-Star Resorts, le thème du nouveau complexe a été mis en valeur par des décorations plus grandes que nature, plutôt que par des conceptions architecturales complexes. Selon le communiqué de presse, le complexe avait pour objectif d'offrir aux visiteurs un voyage nostalgique à travers la culture pop américaine, avec des symboles et des images emblématiques commémorant les différentes décennies du XXe siècle.
En janvier 2001, Disney a dévoilé les concepts artistiques du complexe, mettant en valeur non seulement la présence de décorations colossales, comme un imposant tricycle Big Wheels à 3 étages, mais aussi l'inclusion de phrases gigantesques dépassant du toit, comme Platform Shoes. En 2010, l'infrastructure initialement prévue pour la section Années légendaires a été transformée en un nouveau complexe baptisé Disney's Art of Animation. Numéro 8. Le Disney's Mediterranean Resort était un complexe hôtelier de luxe prévu pour Walt Disney World à Lake Buena Vista, en Floride. Ce complexe devait s'inspirer d'une petite île grecque et être situé sur les rives du Seven Seas Lagoon. Il devait rivaliser avec le luxe et le prix du Grand Floridian Resort. L'annulation du projet était due à plusieurs facteurs. L'un d'entre eux était la nature marécageuse du terrain du site proposé, qui aurait rendu la construction trop coûteuse. De plus, les modifications apportées au tracé du monorail ont affecté les plans initiaux du complexe. Le terrain prévu pour le complexe a été dégagé afin d'améliorer la visibilité du système de monorail de Walt Disney World. Bien que le Disney's Mediterranean Resort n'ait jamais vu le jour, Walt Disney World propose d'autres complexes hôteliers de luxe aux thèmes uniques et aux hébergements luxueux. Le Disney's Riviera Resort, par exemple, capture la magie de l'Europe et de la Méditerranée. Il présente de majestueuses arches, des portiques et des terrasses inspirées des influences européennes et méditerranéennes. Numéro 7. Quelle meilleure raison d'annuler une attraction Disney que l'effondrement de l'Union soviétique? Le pavillon de l'Union soviétique était prévu pour le World Showcase d'Epcot à Walt Disney World. Après l'effondrement progressif de l'Union soviétique au début des années 90, qui a entraîné une instabilité politique en Russie, le gouvernement russe a décidé de ne pas sponsoriser le pavillon d'Epcot en raison de la crise économique et des changements politiques. L'art conceptuel du pavillon de l'Union soviétique prévoyait une reconstitution de la cathédrale Saint-Basile, un monument célèbre de Moscou. L'attraction principale devait être Russie, les cloches du changement, un spectacle combinant audio-animatronique, séquences de cinéma et acteurs pour faire revivre l'histoire du pays. Une autre attraction, axée sur le folklore, devait être inspirée d'Ivan et le brochet magique, un conte d'Europe de l'Est. Il s'agissait d'une expérience de promenade prévue pour ouvrir parallèlement au pavillon. Numéro 6. Le Palais des Neiges Enchantées était une attraction prévue pour Fantasyland à Disneyland et au Magic Kingdom à la fin des années 70. Inspirée de la Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, elle était principalement l'œuvre de l'imaginaire Marc Davis. Cette attraction était imaginée comme une aventure musicale sur la musique de Casse-Noisette, emmenant les visiteurs à travers le royaume glacé de la Reine des Neiges. Le Palais des Neiges Enchantées a été brièvement évoqué dans le bonus Defrosted, Disney's Journey from Hans Christian Andersen to Frozen sur le Blu-ray de la Reine des Neiges. Ce bonus soulignait la ressemblance frappante entre la Reine des Neiges de Marc Davis et Elsa de la Reine des Neiges. Le Palais des Neiges Enchantées est distinct du Vœu Enchanté de Blanche-Neige, une attraction distincte de Fantasyland au parc Disneyland. Le Vœu Enchanté de Blanche-Neige, initialement inauguré en 1955 sous le nom de Blanche-Neige et ses aventures, a été repensé et renommé en 2021. Numéro 5. Tomorrowland 2055 était une proposition de modernisation et de relooking de Tomorrowland à Disneyland à l'occasion du 100e anniversaire de Disneyland. Le concept a été développé par Walt Disney Imagineering au début des années 90 pour réinventer ce monde futuriste et offrir aux visiteurs une expérience futuriste. La vision de Tomorrowland 2055 incluait une approche futuriste mettant en scène une population entièrement composée d'extraterrestres. Le parc était conçu pour intégrer un scénario unique et diverses attractions, dont un spectacle musical comique appelé Plectus, une expérience audio animatronique. Les plans prévoyaient également l'intégration de l'attraction Extraterrestrial Alien Encounter, initialement prévue au Magic Kingdom en Floride. Le concept global de Tomorrowland 2055 s'articulait autour de l'idée d'une métropole extraterrestre, mêlant des éléments de rétrofuturisme à une ambiance plus extraterrestre. Ce design visait à créer une atmosphère animée de spatioport, donnant aux visiteurs l'impression de visiter une ville extraterrestre dynamique et dotée de technologies de pointe. L'une des attractions phares devait être une expérience palpitante et immersive où les visiteurs assisteraient à une démonstration extraterrestre qui tournerait mal. Cependant, malgré des plans et des concepts ambitieux, Tomorrowland 2055 a finalement été abandonné et n'a jamais vu le jour. Le projet a été abandonné, laissant derrière lui des plans, des illustrations conceptuelles et des maquettes inutilisées. Numéro 4.
Dick Tracy's Crime Stoppers était une attraction inspirée du film Dick Tracy de Warren Beatty de 1990, prévue pour la section Sunset Boulevard des Disney's Hollywood Studios. Cette attraction devait connaître un succès retentissant et marquer le début d'une nouvelle franchise pour Disney. Imagineering fut chargé d'amener le détective au parc et l'attraction proposée utiliserait la même technologie de véhicule à mouvement amélioré que celle des attractions Indiana Jones Adventure et Dinosaur. Elle devait être située dans un grand entrepôt industriel au sein d'une mini-zone sur le thème du Chicago des années 1920, construite autour de l'attraction des Disney's Hollywood Studios. L'attraction serait dotée d'un système de manège ultramoderne avec des véhicules capables de simuler des poursuites à grande vitesse et des manœuvres spectaculaires. Ces véhicules, conçus pour ressembler aux voitures de police des années 30, se déplaceraient sur un circuit tout en offrant un mouvement dynamique pour renforcer l'impression de poursuite palpitante. Les visiteurs seraient équipés de pistolets jouets pour tirer sur des cibles tout au long de l'attraction, à la manière des attractions interactives modernes. Les cibles représenteraient divers éléments criminels et obstacles. Le récit de l'attraction suivrait Dick Tracy et les invités alors qu'ils traquaient les méchants emblématiques de la bande dessinée. Numéro 3. Discovery Bay, conçu par l'imaginaire Tony Baxter à la fin des années 70, était imaginé comme une ville technologiquement avancée se déroulant à San Francisco à la fin du 19e siècle, inspiré par le film L'île du toit du monde et les œuvres de Jules Verne. Discovery Bay aurait proposé des attractions inspirées de 20 000 lieues sous les mers et de l'île du toit du monde. Le terrain proposé aurait inclus plusieurs aménagements et attractions remarquables, comme la descente en montgolfière du professeur Marvel, une expérience de type Skyway reliant Discovery Bay à l'extension Dumbo Circus, prévue pour Fantasyland. Un nouveau quai de chargement pour le voilier Columbia serait construit à Discovery Bay, évitant ainsi à l'attraction de partager un quai avec le Mark Twain Riverboat de Rivers of America. Il était également prévu d'amarrer définitivement le navire et de le transformer en restaurant. Enfin, Discovery Bay aurait sa propre gare ferroviaire, intégrée au Disneyland Railroad. Numéro 2. Roger Rabbit's Hollywood, aussi connu sous le nom de Maroon Studio, était une zone thématique planifiée basée sur Roger Rabbit et d'autres personnages de Toontown. Elle devait faire partie des studios Disney MGM, aujourd'hui Disney's Hollywood Studios, au début des années 90. Cette zone aurait dû être située au bout de Sunset Boulevard, là où se trouve aujourd'hui le Rock'n'Roller Coaster. Les attractions de cette zone des studios auraient inclus un simulateur de vol à travers Toontown à bord d'un nouveau personnage nommé Gus the Bus, des montagnes russes inspirées du court-métrage du même nom et l'attraction Baby Herman's Runaway Baby Buggy, inspirée du court-métrage Tommy Trouble. Il y avait aussi Benny the Cab Ride, une attraction qui a ensuite évolué vers Roger Rabbit's Cartoon Spin, construite à Disneyland en 1994. De nombreuses références à Roger Rabbit sont encore présentes dans les studios Disney's Hollywood. Par exemple, le panneau Maroon Studio représentant Baby Herman, Roger et Jessica Rabbit se dressent toujours au-dessus d'une boutique de souvenirs au bout de Hollywood Boulevard. Numéro 1. The Timekeeper était une attraction du Magic Kingdom de Walt Disney World. Ce spectacle sur le thème du voyage dans le temps proposait un film à 360 degrés projeté sur 9 écrans. L'attraction s'articulait autour du personnage du Timekeeper, un robot audio-animatronique doublé par Robin Williams. Le Timekeeper invente une machine à remonter le temps et avec son assistant robotique Nine Eye emmène les visiteurs dans un voyage à travers le temps. L'histoire comprend des visites de divers événements historiques et de personnages célèbres comme Jules Verne, tout en voyageant à travers différentes époques. The Timekeeper a ouvert ses portes à Tomorrowland au Magic Kingdom le 21 novembre 1994. Initialement saisonnière, elle fonctionnait par intermittence avant sa fermeture définitive le 26 février 2006. Des versions de cette attraction ont également existé dans d'autres parcs Disney, notamment à Disneyland Paris, où elle était connue sous le nom de Le Visionarium. Quel est votre parc et attraction Disney préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.